Entendre une personne qui a vécu cette période vous donnera un petit plus et je me contenterai tout simplement de vous raconter mon parcours, celui de ma famille durant ces années de guerre. Je commencerai tout d'abord par vous présenter ma famille telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman et 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères, Robert n'avait que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous souffrions, nous avions peur. Nous habitions Roubaix à l'époque, près de Lille. L'on voyait défiler dans la ville ces soldats, ces nazis, casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous les enfants. Vous savez également qu'à l'époque, il y avait une catégorie d'êtres humains destinés à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler ? Des Juifs, bien entendu. Les Juifs, à l'époque, devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Ils devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les commissariats, dans les mairies. Et puis, tout leur était interdit. Dans les foyers, les adultes perdaient leur situation, c'était dramatique. Tous les lieux publics également leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas. Même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était inscrit « Interdit aux enfants juifs ». Donc, vous vous rendez bien compte à quel point c'était dur, à quel point nous souffrions. Nous habitions, comme je vous le disais, Roubaix, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de la paroisse, pressentant, lui, ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher, tous 3, dans sa propre famille. Vous vous rendez compte d'un geste merveilleux. Vous savez, ces familles qui cachaient des Juifs risquaient d'être déportées à leur tour. C'était si courageux. Nous avons donc été tous 3 placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs. Comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous entouraient, nous donnaient de l'affection, nous y étions très bien. Mais malgré tout, nos parents nous manquaient quelque part. Nous ne nous rencontrions guère. Il ne fallait pas prendre de risques. Avec nos étoiles, nous étions repérables. Ça nous manquait quelque part. Et puis un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés, bien à tort, qu'il n'y avait plus de risque, nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée. Vous savez, à ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés ? C'eût été fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des Juifs, mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Mais toujours est-il qu'étant recensés, il était simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée à tout jamais dans ma mémoire. Car figurez-vous, les enfants, que le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous avions préparé nos présents.
Les enfants fait de beaux dessins, préparaient les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambouriné aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même au petit coin l'on ne pouvait s'isoler. Et criaient sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « Dépêchez-vous !» En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Et je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui nous poussèrent dans les escaliers. Il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnell, l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los, qui se trouvait près de Lille à l'époque. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les 3 petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien, nous étions des enfants si sages, si obéissants, nous ne comprenions pas encore la raison d'être en prison. Nous n'y sommes restés que très peu de temps, 2-3 jours, puis l'on nous mena dans une autre prison en Belgique, la prison Saint-Gilles, à Bruxelles. Vous savez, les déportés du Nord et du Pas-de-Calais en France sont tous passés par la Belgique parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette prison trop exiguë, trop étroite pour le grand nombre que nous étions, j'ai remarqué cependant aussitôt une dame qui semblait bien mal en point. Elle y était avec sa petite fille Stella. Je parle toujours de Stella parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que très peu de temps, 2-3 jours dans cette prison, puis l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique. Ce camp s'appelle Malines. Malines en Belgique est l'équivalent de Drancy en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. En allemand, Pferd signifie cheval et Kopf, tête. C'était si bien trouvé. Il avait une figure chevaline, était particulièrement cruel, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangeons toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté.
Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas bien nette. Ils recevaient des coups de fouet, devaient aller à l'extérieur en pleine bise se laver, à l'eau froide bien entendu. Et parfois ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les enfants, ça ne signifiait pas grand-chose. On se demandait avec angoisse ce que l'on allait faire de nous. Auparavant, nous devions subir un grand contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce énorme, les hommes et les grands garçons, au-delà de 15 ans, à une extrémité de la salle, à l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. À un signal donné, nous devions tous nous mettre nus, comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était si pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait bien mal à l'aise devant ses fils. Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi, un jeune SS, qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation. Il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous! Jamais je ne pourrai oublier. Puis, l'on nous mena dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient toujours les déportés. Sur ces wagons, il était inscrit « contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous, la tinette et le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous. On ne nous a pas ménagés. Au bout de ce voyage infâme, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Schnell, los, ils nous poussèrent jusqu'au Washraum. Le Washraum est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleus. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur en français, bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet. L'on avait tout intérêt à retenir son matricule, que jamais je n'oublierai. Je n'étais plus que le 25.612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne, nous n'avions plus de nom, plus d'état civil. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Et nous apprenions en même temps
que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur. Mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer, c'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir du bloc et l'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, pour enfin en finir longuement dans le bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, vous les jeunes, je vais vous décrire un camp, un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokowa. De chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubova. En allemand, Stube signifie salle, chambre. Et dans chaque Stube, il y avait les fameux chalis que vraisemblablement vous connaissez. Ces étroites couchettes en bois, munies d'une paillasse et à 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalis, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalis. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, en arrivant, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalit, j'étais dans le chalit d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha Desrumeaux. Bien entendu, les enfants, vous n'avez jamais entendu ce nom-là. C'était une femme du Nord, une grande résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétart. Et au 3e étage du chalit couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Si je vous raconte tout cela, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort, un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout le monde se précipitait au Washraum. Je vous disais tout à l'heure, le Washraum est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette rapide sous un temps donné. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions, ce qui fait que chaque jour, c'était la bousculade dans ce Washraum. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, l'on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, même plus de nom. Mais il ne faut pas courber la tête, il faut se redresser, il faut ce courage, faire sa toilette à tout prix dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance.
Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz. Mais parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur, puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable. Tous devaient s'y rendre. Et c'était si pénible. Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensables, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédées. Ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Et tant qu'il ne retrouve l'explication à ce manque de monde, vous voyez, à ce manque il y avait un chiffre donné, mais chaque jour il était différent, étant donné les malades ou les décédés. Et tant qu'il ne retrouve cette explication, nous devions rester sans bouger des heures durant. C'était atroce. Je revois encore certaines déportées, plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt l'SS lançait son chien qui venait nous mordre. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Je revois également d'autres déportés plus âgés, plus fatigués, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais. Chaque jour, après l'appel, ces femmes étaient triées pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple creuser des fosses, travailler aussi aux Scheisskolonnes, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes, lorsqu'elles travaillaient dans ce service, le soir en rentrant, on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue, elle effectuait des travaux trop pénibles, en manipulant des pelles et pioches plus lourds qu'elle. Elle souffrait physiquement. Mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre. Cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir, en rentrant de l'Arbeit, maman se demandait avec angoisse: vais-je retrouver mes petits-enfants? Ce n'est que bien des années plus tard, en grandissant, que j'ai compris ce tourment quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler. Nous étions trop faibles, trop chétifs. Nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables. Nous n'osions sortir de nos blocs. L'hiver surtout. À l'époque, en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux. La température pouvait descendre jusqu'à -10, -20, parfois même -30 degrés. Et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres défroques. Nous restions donc enfermés toute la journée. Ça n'en finissait pas. Nous ne commencions à respirer, à revivre que le soir, au retour de maman de l'Arbeit. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil.
Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, parce que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus, nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux, bien entendu, donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, les furoncles, ces affreux boutons sanguinolents, la tuberculose, plein d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner, mais au révire, l'on était dispensé de l'appel, et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au révire, mais ce tout petit enfant sans sa maman avait si peur, pleurait tant, qu'à 2 reprises, il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait de ces furoncles, ces boutons qui, curieusement, s'étaient tous passés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ces furoncles, c'est toute une petite calotte qui s'en dégageait. Moi-même, je suis allé au révire, j'avais une forte dysenterie. Et au révire également, les enfants, nous avions très peur, sans maman, bien entendu, et la nuit surtout. Vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus d'extension, de proportion. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars, l'on entendait les toux des tuberculeux, l'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés bien longtemps dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés début décembre 1943 et y sommes restés jusque début février 1945, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais à quel point nous mangions peu de choses le matin, peu de choses à mettre sous les dents. À midi, guère davantage. Les déportés affectés à la tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premiers n'avaient que de l'eau. Cependant, ces bidons étaient très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux de déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens, tant nous avions faim. Nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un morceau de pain noir allemand bien dur, parfois un morceau de käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps. Souffert également du froid intense. Nous n'avions rien, pas de pull que nos pauvres robes rayaient. Mais souffert surtout de la peur, nous les enfants. Pendant près de 2 ans, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Ces essais, c'était si
dur, si terrible, leurs chiens menaçants. Vous savez, ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions une peur bleue. Savez-vous, les enfants, que plus de 76 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisé. Début février 1945, on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu dans le camp, à Ravensbrück, enceintes, avec l'aide d'autres déportés, avaient mis leur bébé au monde. Vous savez, au début à Ravensbrück, lorsqu'une déportée arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait. Et les nazis poussaient le vice jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là, nous devions partir. Mais partir où? Vous savez bien que nous étions des quantités négligeables. L'on ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on nous menait. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et à nouveau avons voyagé 2-3 jours. Toujours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous, le seau hygiénique qui dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage atroce. Et nous étions si nombreux, si serrés. Parfois, la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Ces camions n'ont roulé que peu de temps, puis se sont arrêtés. Nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, des camions vraisemblablement nous étaient destinés. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts à tâtons dans la pénombre, eh bien, c'étaient les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons, ensuite, étaient hissés sur les camions. Mais il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce. Et certaines déportées, plus âgées, plus maladives que d'autres, en grimpant dans le camion, étaient tout heureux d'y trouver un siège, ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir, étant donné le grand nombre. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène? Ces camions n'ont roulé que très peu de temps, quelques dizaines de kilomètres, se sont arrêtés, nous sommes tous descendus. À partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous conduire à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. À grand-peine, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück.
il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un essai nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc, il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous, il y avait de grands malades, il y avait des personnes décédées, nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades, dans une puanteur atroce. Il a fallu courir à l'appel, et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on appelait également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui explique tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore chaque jour ces charrettes en bois unies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à cette tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette, qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient et l'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne. C'était une vision dantesque. Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, cette odeur épouvantable de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, on se disait, dans ce camp, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelque temps, nous constations que décidément maman était étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, nous ne comprenions rien. Elle qui avait été si formidable à Ravensbrück, qui ne vivait que pour ses enfants, n'imaginant pas rentrer sans l'un de nous trois, qui se privait sur sa maigre pitance pour nous donner une bouchée supplémentaire. Là, elle était inerte. Elle ne savait plus, n'avait aucune conscience. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. La mort eût été préférable à cette vie de bête qu'on nous faisait mener. Plus rien n'avait d'importance pour nous, on se laissait aller. Et cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats, de voir tous ces pauvres êtres affalés sur le sol, mélangés vivants et morts dans une puanteur. Ils étaient perdus, ont fait quelques pas en arrière, ne savaient que faire. Lorsqu'ils ont repris leurs esprits un peu plus tard, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore ces grands pains ronds de campagne, des boîtes de cornets de bif, des tubes de lait concentré sucré. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreillers. Nous n'avions aucune literie. Nous prenions ces pains comme oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un bloc. Et les statistiques le disaient bien à l'époque. Au moment de la
libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre, une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un bloc, ont payé de leur vie, sont morts dans les jours et les heures qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade. Mais d'abord, les cas les plus graves. Je vous disais qu'il y avait une épidémie de typhus à Bergen-Belsen. Le typhus était une très grave maladie qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le flectyphus. Les déportés étaient entièrement recouverts de boutons sanguinolents, pleins de pus. C'était répugnant, mais fort heureusement, certains s'en tiraient. En second lieu, il y avait le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les déportés atteints du Bauchtyphus avaient la dysenterie, n'avaient même pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, faisaient sous zèle, ce qui explique cette puanteur, comme je vous disais. Et la troisième forme de maladie est le Kopftyphus. Je vous disais au début, Kopf signifie tête. Les déportés atteints du Kopftyphus étaient pitoyables, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient. C'était un spectacle lamentable. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le Kopftyphus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au Révire, et pour nous, les 3 enfants sans maman, nous étions perdus. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas de chose aisée. Il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, le grand jour est arrivé. Nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler, mais qui avait tant d'importance à nos yeux, avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieux chiffons, de vieilles hardes, y avions entassé la nourriture, confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable. La tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles ne le portaient plus, il ne savait plus marcher. Je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle l'on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds, et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux, parce que c'est en wagons à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on n'en pouvait supporter. Le voyage du retour a duré longuement, les voies ferrées étant souvent bombardées, et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Il y avait les familles venues accueillir leurs déportés, d'énormes tréteaux chargés de victuailles, la musique à tue-tête. Tout le monde était heureux. Nous 3, pas tellement dans notre coin. Nous nous sentions vraiment trop seuls.
Puis le train a repris sa route, est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia était un hôtel luxueux avant-guerre. Il existe encore, il est toujours aussi beau, mais pendant la guerre, il a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Les familles nombreuses étaient venues chercher leurs déportés, avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient, leurs noms écrits en grand, pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'étaient des scènes si touchantes. Ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois. Puis, bien entendu, ces familles emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il n'y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres, d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait nous accueillir tous trois quelque temps. Ce qu'ils firent avec grand cœur, lui et son épouse. Nous y étions bien dans cette famille chaleureuse, mais nous nous sentions quand même bien seuls sans les parents. Puis un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante qui habite dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches à retrouver leur adresse. Ma tante, un jour, est venue nous rejoindre, nous chercher à Paris, comme elle était heureuse de nous retrouver. Et nous donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train, arrivé dans les Deux-Sèvres. Il y avait foule, les familles, les journalistes, les photographes. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, c'était un spectacle peu commun. Trois petits enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration, sans père ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, nos santé ne nous permettaient pas de rester dans la famille. Il fallait nous soigner, nous avions besoin de médecins. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescence. Nous y étions bien, forcément. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours bien trop seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman, qu'on n'espérait plus, qui était là devant nos yeux, d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous donner des forces, de nous soigner, mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous sommes revenus dans le nord de la France, avons retrouvé la maison, mais dans quel état? Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé, 100%. Même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous voilà enfin à la maison, mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons absolument rien.
Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, savez-vous. Chacun apportait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, un autre des chaises, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelque temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa va rentrer à son tour, nous essaierons de reprendre notre vie d'avant-guerre. Malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Malines, maman, les 3 enfants avons été menés à Ravensbrück, puis Bergen-Belsen. Papa, lui, a été emmené dans un grand camp pour hommes, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé également très dur. Les hommes crevaient de faim également et travaillaient péniblement. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs dont faisait partie papa. Ils emmenèrent ce groupe hors du camp et tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. Nous étions devenus orphelins. C'était dur pour nous, les enfants. C'était dur également pour maman, qui se retrouvait veuve avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire. Parce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour. Et l'on ne pouvait en parler. Nous étions traumatisés. Si de temps en temps on s'y risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait au plus haut point, l'on se taisait. Mais en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Il fallait absolument que je rencontre des jeunes pour expliquer les horreurs de la guerre. Pourtant, je vous assure, à l'époque, j'étais timide, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner peu au début. Ce n'est pas si facile que cela, vous savez, de toujours témoigner, toujours se ressasser, se passer, que l'on ne peut oublier, certes, mais on voudrait se reposer, faire une petite pause. Ce n'est pas possible. Les demandes affluent à l'infini. Vous savez, pratiquement plus de déportés. La plupart, malheureusement, sont déjà décédés. Le peu qui restent sont trop âgés. 94, 96 et au-delà ne peuvent plus bouger et se déplacer. Je suis un tout petit peu plus jeune parce que j'ai été déporté enfant, mais je ne suis quand même pas très jeune. Au fait, avez-vous une idée de mon âge ? Je vous ai mis sur la voie en disant qu'en 1943, à notre déportation, je venais d'avoir 11 ans. Quel âge ai-je aujourd'hui ? 89 ans. Eh bien, comme on dit chez vous, l'année prochaine, j'aurai 90 ans. 90 ans, et j'espère être parmi vous à ce moment-là. Donc, vous voyez, je ne suis pas toute jeune, mais pour moi, c'est indispensable de témoigner. Parce que les enfants, la guerre, et c'est ce qu'il y a de plus terrible, qu'il faut essayer d'éradiquer à tout prix. Il faut pour cela qu'il n'y ait plus de racisme. Le racisme est un fléau à notre époque. Il faut l'éradiquer. Il faut également éradiquer non seulement le racisme, mais l'antisémitisme qui malheureusement perdure, la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger. Vous savez, ces différences que vous avez entre vous, il faut être tolérant, vous acceptez avec vos différences. Ces différences vous enrichissent. Je témoigne à l'infini et je vais bien souvent dans des établissements très mélangés. Et je dis toujours aux élèves,
les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences. Et je compte sur vous, les enfants, pour que plus tard, vous témoigniez dans ce sens, que vous rappeliez que nous sommes tous égaux. Vous savez, vous êtes... Chez nous, je dis la France de demain. Ici, vous êtes la Belgique de demain. Donc, les enfants, vous pouvez beaucoup, si vous vous donnez tous la main, si vous témoignez tous, si vous faites passer cette tolérance indispensable, cet amour du prochain, bien, on aura peut-être la paix un jour. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Moi, je ne verrai plus la paix à mon âge, mais je le souhaite pour vous et vous êtes capable de l'avoir. Il faut vous donner la main dans la main. Je me rends compte que même à l'étranger, on enseigne beaucoup la tolérance. On parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. Je suis même allé témoigner en Allemagne, vous voyez, et je me suis rendu compte que là aussi, on fait de grands efforts. C'est indispensable. Donc, je compte, moi, sur les jeunes. Quand je n'y serai plus, c'est vous qui témoignerez. Vous êtes mes petits messagers, comme on dit. J'ai plein de petits messagers partout. Et voilà, j'aime être avec les jeunes. Moi, je vous aime, je crois en vous. Parfois, il y a des adultes qui disent « Oh, la jeunesse de maintenant, elle est ceci, cela. » Moi, je dis « La jeunesse de maintenant, elle est formidable. » Moi, j'ai vraiment confiance en vous et j'aime être en votre présence. Je sais que ça passera bien. Et j'en ai des preuves merveilleuses. Je reçois des milliers de lettres d'élèves qui me le prouvent. Vous êtes sensibles, vous savez vous exprimer, vous avez du cœur. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans les lettres. Mais ça, je n'y fais pas attention. Ce qui compte, c'est votre ressenti. Et vous savez vous exprimer. Alors, ça me fait un bien fou. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous embrasse tous, mes petits messagers. C'est terminé. Merci. 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 Oh, c'est trop gentil. Merci. Ah, ce qu'ils sont sympas, ces jeunes. Dites-moi, est-ce que j'ai quelques minutes de plus à leur accorder? Je les trouve tellement formidables, les enfants, que je voudrais vous donner un petit plus. Je voudrais, ça va vous étonner, chanter pour vous. Essayez de chanter. Mais je vous explique, ce sont des tout petits chants très spéciaux. Dans le camp de Ravensbrück où j'étais, je vous disais qu'il y avait des Stubova, les dames qui nous gardaient. Et quand les mamans étaient à l'Arbeit, il y en a eu de terribles, très méchantes, on en avait peur. Mais à la fin, nous avons eu une Stubova épatante. C'était une dame tchèque avec un cœur gros comme ça. Elle souffrait de voir ses petits-enfants tristes, malheureux. Et quand il n'y avait pas trop de SS dans les parages, elle nous rassemblait et nous disait « Chante quelque chose ». Mais nous ne nous y attendions pas, nous ne savions pas chanter. Elle insistait, cette dame. Elle avait tellement bien compris que pendant ces quelques minutes où tous chantaient, on pensait, on était déjà hors du camp, on était à l'extérieur. C'était des moments exceptionnels. Et vous voyez, plus de 76 ans après, je me souviens de certains de ces petits chants, en langues étrangères, bien sûr. Au début, j'annonnais, je ne savais de quoi il était question, mais je me suis rendu compte que c'était toujours très simple. Et voilà, je vais essayer d'en rappeler quelques-uns. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une petite berceuse. Slaap, kindje, slaap.
der beutelopesraad. Es gaat met 4 witte voetjes, die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap, der beutelopesraad. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait. Vous voyez comme c'est tendre. Il y avait des enfants polonais. Une courte récitation. A, kot kitva, shariburi, obidva, nic nie będą robiły, tylko Lili bawiły. Là encore, il ne s'agit que de 2 petits chats qui ne voulaient jouer qu'avec Lili. Vous savez que Lili est mon prénom. Ellie. Oui, je dis ça. Peut-être aurez-vous envie de m'écrire. Je ne perds pas le nord, vous voyez. Je pense, si certains d'entre vous avaient envie de m'écrire également, sachez que vous me feriez le plus grand plaisir et je remercie à l'avance ceux et celles qui le feront. Vous remettriez vos courriers à vos enseignants qui les feraient parvenir. Vous voyez, je pense à tout. Il y avait aussi des enfants tchèques, une berceuse également. Pasla, ovečky, zeleném háječku, pasla, ovečky, sebemte se, já na ní, dupi, dupi, dup, ona zas, cupi, cupi, cup, ovem, ovečky, sebemte se. Là aussi, il s'agit d'une bergère et de ses petits moutons. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes arrivés à Ravensbrück en décembre 1943. Noël était proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe. En allemand, voici. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zum Sommerzeit, doch auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Et pour finir, la française. Je vous disais qu'à Ravensbrück, au bloc 31, avec Geneviève de Gaulle, nous avions repris une chanson très connue en France d'un chanteur célèbre. À l'époque, il s'appelait Charles Trenet. Il chantait une chanson toute simple, le titre en était tout simplement « Je chante soir et matin ». Dans le camp de Ravensbrück, nous avions conservé la mélodie, la musique, mais changé les paroles pour y mettre notre quotidien. Voici. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et c'est ce qui vient nous voir chaque soir, et c'est ce, ah quel rasoir, à cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis. À cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Bitterruhe, ça veut dire silence. Bitterruhe, entendons crier partout. Bitterruhe, l'on devient fou. L'SS ne fait que nous insulter. Elle crie comme une enragée. Et avec Geneviève, nous terminions par De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie. Si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Voilà.
Merci. Merci. Merci les enfants. Merci. J'ai bien travaillé, n'est-ce pas? À votre tour maintenant. Je voulais simplement savoir, même si j'ai une petite idée sur la réponse, si vous avez eu l'occasion de connaître. Je me doutais de cette question. Eh bien, effectivement, à Bergen-Belsen, il y avait d'abord Madame Simone Weil, qui était à Bergen-Belsen, et les sœurs Franck, bien sûr. Il y avait Anne Franck et sa sœur Margot. C'est une si triste histoire, parce que cette petite Anne était si intelligente, si capable. Je suis persuadée que si on l'avait laissée vivre, elle serait devenue une grande journaliste, un écrivain. Elle avait du talent et elles sont mortes toutes deux uniquement parce qu'elles étaient juives. Donc vous voyez, il faut éviter la haine, cette haine qu'il y a dans notre monde. Il faut éviter à tout prix, être tolérant et les jeunes en sont capables. Je compte sur vous. Bonjour. Moi j'ai une question, c'est que sont devenus vos frères du coup? Mes frères, vous savez, maintenant habitent tous deux, ils sont à la retraite depuis longtemps, et donc habitent dans le sud de la France. Et je ne les vois pas souvent, j'ai pas le temps, je témoigne de trop, donc je ne me déplace pas. Heureusement, il y a le téléphone, nous nous téléphonons très fréquemment, et ils me disent toujours, mais que fais-tu seul dans le Nord? Viens nous rejoindre. Et je leur dis, ma mission n'est pas achevée, c'est une mission que j'ai à remplir et tant que je tiendrai debout, eh bien, je continuerai mes témoignages. Je ne suis pas prête d'y aller. Vous savez, à ce sujet, un élève un jour mignon m'a dit, « Madame, jusqu'à quel âge vous avez l'intention de témoigner comme ça ?» En souriant, je lui ai dit, « Oh, pour commencer, au moins jusqu'à 100 ans, après on verra. » Mon frère Robert, il n'y a que 15 mois entre nous. Au début, nous témoignions un peu ensemble et c'était très bien pour les élèves de voir frères et sœurs témoigner ensemble. Lorsque l'un oubliait un détail, l'autre y remédiait. Puis ensuite, son épouse est tombée gravement malade. Il l'a arrêtée pour la soigner et n'a jamais voulu reprendre les témoignages. Il ne témoigne plus. Quant au petit André, à 3 ans et demi, il n'avait pas de souvenir précis, il ne pouvait pas témoigner. Cependant, il était très mal dans sa peau et lorsqu'il a commencé l'école, il est allé au-delà et il a dit « je veux être enseignant ». Il est devenu professeur de français dans la région parisienne et il s'est dit « pendant toutes ces années d'enseignement, je vais en profiter pour faire une thèse d'État sur la condition des enfants juifs et tziganes. On ne parle pas beaucoup des tziganes, mais ils ont également beaucoup souffert. Donc, il a fait les enfants juifs et tziganes dans le système concentrationnaire nazi. Et il s'est dit, avec cette thèse, je vais éliminer tout ce mal que j'ai en moi. Sa thèse, il l'a bien soutenue à la Sorbonne, mais vous savez, le mal est toujours en lui, en Robert et en moi également. Jusqu'à la fin de notre vie, nous vivrons avec cela. Certains n'ont jamais pu le faire, ne s'en sont pas remis, et d'autres, on a eu cette possibilité, et c'est ce qui me permet de témoigner. Je voulais savoir, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Comment c'était pour vous quand vous avez repris l'école et qu'est-ce que vous avez fait comme métier? Vous êtes retourné à l'école après et vous avez fait quoi comme profession? Vous voyez, je veux paraître jeune encore et devant les élèves, mais j'entends pas toujours très bien. C'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Eh bien, écoutez, ensuite j'ai poursuivi bien sûr mes études également. Et à cette époque-là, il était facile de trouver un emploi. On pouvait même changer sur la journée, on trouvait. Moi, j'ai pris le premier emploi qui se présentait, qui me convenait fort bien. Et je suis devenue secrétaire de direction. J'avais pris des cours auparavant. Secrétaire de direction dans une énorme firme textile
textile. Vous savez, à l'époque, le textile était florissant dans le Nord. Et donc, voilà, j'étais secrétaire dans cette grande maison et ce travail très, très varié me convenait infiniment. J'ai même fait pour eux des traductions en anglais. Donc, je recevais le personnel, les autorités. Donc, c'était parfait. Ça me convenait fort bien. Le plus jeune frère, je vous l'ai dit, il était donc enseignant, professeur de français. Et Robert, avec les années, il est devenu chef de service également dans un établissement de transport. Oui, c'est très bien cette question, parce que vous savez, on me demandait, et vous avez repris l'école tout de suite, c'est vrai, et j'ai eu cette chance de ne pas avoir perdu. Ces 2 années de camp, je les ai vite récupérées, mais quand nous sommes rentrés, maman, la pauvre, très fragile, avec 3 enfants élevés, eh bien, il y a des voisins qui ont été très, très sympathiques et dont une famille qui a dit « On va vous aider, madame, pour l'instruction des enfants. » Et nous ont inscrits dans une institution catholique. Et pour nous, c'était curieux. À l'époque, vous savez, lorsqu'on arrivait le matin, on faisait sa prière. On faisait la prière pour aller à la récréation, au retour de récréation, le midi, l'après-midi, idem. J'avais l'impression qu'on priait constamment. Mais ces religieuses, connaissant notre passé, étaient très sympathiques et j'en garde un bon souvenir. Puis ensuite, j'ai continué mes études. Est-ce que du coup, votre mère a guéri de maladie ou est-ce qu'elle a toujours eu des séquelles par rapport à ça ? Nous avions tous eu des séquelles, forcément. Avec 2 années de camp de concentration, on a des séquelles. Maman en a eu beaucoup. Et cependant, vous voyez comme l'amour, ça fait des... Nous étions tellement tous attachés à maman. C'est elle qui nous a sauvés. C'est grâce à elle que nous sommes rentrés. Lorsque les élèves me disent parfois « Comment expliquez-vous que vous ayez tous 3 survécu à un tel régime ?» Eh bien, je dis... Moi qui ne suis pas pratiquante, vous voyez, je dis, c'est un miracle malgré tout. Trop peu d'enfants sont rentrés des camps de concentration et donc nous, c'est grâce à maman, à la présence de maman. Elle était exceptionnelle. Vous savez, lorsqu'on mourait de faim dans le camp, eh bien, elle trouvait toujours des petites astuces pour nous faire tenir. Elle nous disait souvent, les enfants, je sens, bientôt nous allons être libérés. Et à la maison, je vous confectionnerai tout ce dont vous avez envie. Que voulez-vous que je cuisine en rentrant? Et mes frères, tous deux, disaient, des pâtes, c'était exceptionnel pour eux. Moi, j'aimais les œufs, maman, du bon café, comme dans le Nord. Et vous voyez, ces petits riens suffisaient à nous faire tenir. Grâce à maman, mais il y avait aussi d'autres. Dans un camp de concentration, vous savez, on manque de tout, vraiment, nous sommes démunis, mais un regard, un bras sur une épaule, un petit baiser sur la joue, eh bien, ce sont ces petits riens qui nous aident à tenir. Vous avez dit qu'il y avait une petite fille que vous avez rencontrée dans le camp de concentration. Ça serait possible d'être arrivé? C'est très bien, ça prouve bien qu'on suive tout, c'est très bien. Eh bien, la petite Stella, c'est triste aussi, je vous raconte. Je l'ai rencontrée, c'est une petite fille qui habitait justement, elle a été déportée de Belgique. Elle devait habiter à Anvers, je crois, mais était déportée à Bruxelles et Malines, et voilà. Et donc, Stella, je l'ai rencontrée pour la première fois à la prison Saint-Gilles, à Bruxelles. Et celle dont la maman était tellement mal en point, celle qui toussait beaucoup. Donc, Stella m'a raconté son histoire, mais je ne l'ai su qu'après-guerre, parce que Stella n'était pas dans mon bloc. Vous savez, un camp de concentration, c'est vaste, il y a beaucoup de blocs, et Stella n'était pas dans mon bloc. Mais après-guerre, beaucoup de déportés, nous nous rendions dans des camps de concentration, accompagnés de beaucoup d'élèves et d'enseignants. Et c'est ainsi que j'ai retrouvé une année Stella,
Stella en Allemagne, à Ravensbrück, dans le camp de Ravensbrück, qui m'a raconté son parcours. Donc Stella et sa maman sont venues ensuite à Malines, après la prison, puis à Ravensbrück. À Ravensbrück, la santé de la maman vraiment a été terriblement malmenée et elle est décédée très vite, sa pauvre maman. Et donc Stella, cet enfant qui était plus jeune que moi encore, est restée seule dans le camp. C'est quelque chose d'épouvantable. Et je dis toujours aux élèves, la déportation est commune à tous les déportés, mais chaque itinéraire est différent. Nous, à la fin, sommes passés à Bergen-Belsen. Stella, elle est restée jusqu'au bout à Ravensbrück. Et Ravensbrück a été libérée par les Russes. Au moment de la libération, cette toute petite fille était perdue, ne savait où aller. Quelle coïncidence! C'est une déportée russe qui l'a prise par la main, l'a emmenée en Russie. Cet enfant qui ne parlait que le français s'est retrouvé dans un pays étranger avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Ça devait être très dur. On l'a mise dans un orphelinat. Au bout de quelques années, elle maîtrisait parfaitement le russe. Et entre-temps, la dame qui l'avait sauvée a fini par l'adopter. Cette dame, bien plus âgée, avait déjà 2 grands enfants, garçons et filles. Et une belle histoire d'amour a suivi. Le fils de cette dame et Stella se sont épris, l'un de l'autre se sont fiancés. Mais entre-temps, son papa est rentré. Il était à Buchenwald avec le mien et lui a eu cette chance de rentrer. Aussitôt, il s'est enquis de sa famille. Il a bien vite appris que sa pauvre épouse était décédée. Mais quand il a su que Stella était en Russie, il s'est dit « je vais aller la chercher ». Et je trouve leur histoire navrante parce que le père et la fille ne pouvaient plus communiquer entre eux. Stella a complètement oublié le français, ne parlait que le russe. Le papa français, il fallait un interprète pour la moindre parole échangée. Et Stella, étant déjà engagée avec le jeune homme, n'a pas souhaité quitter la Russie pour suivre son papa. Elle y habite encore. Je lui téléphone de temps en temps. Elle habite à Saint-Pétersbourg. Et Stella, de son côté, témoigne, elle aussi. Donc, vous voyez, et ce qui est étonnant, c'est que l'élève, à la suite de cette question, me disent « mais comment vous parlez entre vous ?» puisqu'elle a oublié le français. C'est vrai. Et j'ai commencé à apprendre le russe, qui est une langue assez belle, je trouve. Mais je n'en connaissais pas suffisamment pour entretenir une conversation. Et c'est étonnant, nous conversons dans la langue de l'ennemi de l'époque, hein, en allemand. Et elle ne sait pas l'allemand parfaitement, moi non plus, loin de là, mais on arrive toujours à nous entendre. Et puis, il y a un professeur qui est proche de chez moi, un professeur d'histoire-géographie, mais qui parle le russe. Et donc, lorsqu'il vient à la maison, j'en profite toujours pour appeler Stella, et ainsi, les nouvelles sont là parfaites. Bonjour, vous avez pu garder des contacts avec des gens que vous avez rencontrés dans les camps de concentration, et vous savez comment ça va évoluer par la suite pour eux ? Ah oui, bien entendu. Vous savez, au début, nous étions tous beaucoup plus jeunes. Même les déportés qui avaient été déportés adultes l'étaient encore suffisamment. Donc, nous nous rencontrions régulièrement. Nous avions des amicales, tous les camps ont leur amicale. Nous avons aussi la FNDRP, c'est-à-dire la Fédération nationale de tous les déportés. Et nous nous rencontrions beaucoup moins maintenant parce qu'il y en a beaucoup qui sont décédés et comme je vous le disais au début, les peu qui restent eh bien, ne peuvent pas toujours se déplacer. Donc il y a de moins en moins de monde aux réunions, mais il y a les enfants des déportés ou des proches. Est-ce que vous avez gardé des réflexes ou des vieilles habitudes de quand vous étiez là-bas? C'est-à-dire me lever tôt, non? Comme par exemple avec les chiens, vous vous sentiez, Ah oui. Ah ben, bien sûr, je vous l'ai dit, j'ai très peur des chiens. Jamais, même les petits toutous, on ne sait pas de quoi ils sont
capable. Non, non, je me méfie, j'ai très peur. Il reste des traumatismes où j'ai par exemple très peur du noir. Je ne sais pas dormir dans le noir complet. Vous savez, s'il pouvait y avoir un réverbère devant ma fenêtre, ça me tranquilliserait. J'ai très peur. Mais on vit avec tout cela. Certains ne s'en sont jamais remis. J'ai connu des déportés qui ne pouvaient même pas en parler. Dès les premiers mots, disaient « Arrête, on ne va pas au-delà, j'ai tiré un trait ». Tout est acceptable, chacun réagit à sa façon. D'autres ont voulu en parler, témoigner, mais ne l'ont pas fait de la bonne façon parce qu'il y a une façon aussi de transmettre. Il faut que ce soit tout à fait pédagogique. Donc, mais on accepte. Et certains n'ont jamais pu témoigner. Et j'en ai connu d'autres qui témoignaient, mais qui pleuraient. C'est compréhensible, sensibiliser, pleurer, mais pleurer à tel point que ça n'allait pas au-delà de quelques phrases au départ, et puis voilà. Donc, le but n'est pas atteint, selon moi. Il faut que ce soit parfaitement réfléchi et pour que ça passe bien parmi les jeunes. Moi, j'avais une question sur... donc vous avez dit qu'au camp, vous ne faisiez rien avec vos frères, à part oui. Vous bloquer sur un bloc et attendre que la maman revienne. Et à Malines, dans les prisons, est-ce que les enfants avaient une occupation, jouaient À Malines même. Eh bien, à Malines, nous n'y sommes pas restés très longtemps, n'est-ce pas, depuis 27 octobre? Non, pas tout à fait, puisque nous avons passé 2-3 jours en prison. Nous n'y sommes pas restés longtemps, jusqu'au 15 décembre 1943. Mais là aussi, vous voyez, j'ai l'impression, comme je vous le disais, que ces 2 années, Malines y compris, j'ai vécu dans l'angoisse. Parce qu'à Malines, il était très connu, on le connaît à Malines, il y a sa photo, ce fer de cope dont je parlais, c'est-à-dire ce nazi qui était effrayant, qui donnait des coups de fouet. Donc vous voyez, nous vivions comme des ombres, nous cachant pour qu'ils ne puissent pas nous voir. C'est pas une vie que nous avons eue, c'est une vie brisée. Et donc, jamais se montrer au grand jour, toujours se cacher, toujours avoir peur, crever. C'est dur. C'était dur à Malines également, mais ça l'était bien davantage dans les camps de concentration. Donc les adultes partaient travailler, les enfants restaient dans... À Malines, vous parlez toujours de Malines, parce qu'à Malines, ils ne travaillaient pas. Hein. Dans les camps, les adultes partaient, c'est ça, c'est cela. Donc maman partait tout de suite après l'appel à l'Arbeit et elle ne rentrait que le soir. Et c'est ce qui fait qu'une journée entière, nous vivions dans la peur. C'est quelque chose d'effroyable. Alors moi je voudrais savoir, quand vous avez été transféré donc, entre Malines et le camp de Ravensbrück, quelles étaient les relations dans le wagon de transfert entre les gens eux-mêmes? Eh bien, vous savez, dans ces wagons, nous étions bien trop nombreux, nous étions affalés les uns sur les autres. Il n'y avait pas de siège dans ces wagons, bien entendu. Nous étions à même le sol. Et comme je vous le disais, ça me restait, là, cette image de la tinette. Vous savez, la tinette, le seau hygiénique. On devait faire ses besoins devant tout le monde. C'est quelque chose d'épouvantable. Et puis bien sûr, les seaux se remplissaient, se vidaient, nous inondaient. Donc nous étions anxieux, nous sentions mauvais. C'était un voyage atroce, atroce, vous savez. Et l'on ne mangeait pas, l'on ne buvait. Je ne sais même pas, lorsqu'on me pose la question, comment vous avez survécu à cela? Nous devions avoir en nous une force, parce que tant de milliers de déportés sont décédés. Comment se fait-il que des petits-enfants aient pu survivre? Vous savez, mais les élèves parfois me posent la question, comment se fait-il que vous soyez rentrés? Je dis, les enfants, c'est la seule question à laquelle je ne saurais répondre. Nous étions quand même que des petits-enfants fragiles. Mais je suis une optimiste et je dis toujours aux élèves, c'est parce qu'il était écrit quelque part que je devais venir témoigner devant vous. Et je finis par y croire. Si je suis rentré, ça doit avoir un sens. C'est pour transmettre, c'est pour témoigner.
Bonjour. Bonjour. Je me demandais, après combien de temps avez-vous pu témoigner et est-ce que le fait de témoigner vous a aidé? Bonne question. Eh bien, vous savez, on a mis tous les déportés, on a mis longtemps, tous les déportés qui ont pu témoigner. Ceux qui ont eu cette résilience, n'est-ce pas? Tout le monde ne l'a pas eu, mais ça n'est pas venu aussitôt. Et comme je vous le disais, moi, je n'ai commencé à témoigner qu'avec l'apparition des négationnistes, c'est-à-dire tout à fait à la fin des années 79 et 80, début 80. Donc, vous voyez, longtemps après, et la plupart des déportés, il y en a même, j'en ai connu, qui ont commencé à témoigner qu'à partir des années 2000. Donc, c'est pas aisé, ça paraît simple comme ça parce que j'ai construit pour les élèves, mais c'est pas évident toujours revenir sur ce passé qu'on ne peut pas oublier, mais on voudrait. Mon mari, qui est décédé il y a 2 ans, me disait toujours « Arrête de témoigner, fais une petite pause ». Mais ce n'était pas possible. La demande est si élevée, si grande. Et puis j'ai tellement envie de rencontrer le plus grand nombre d'élèves de partout avant mon grand départ. Vous savez, au début, contrairement aux autres, je me croyais éternelle. Alors je me disais, j'ai le temps, mais maintenant je me rends bien compte avec l'âge. Tout à l'heure, on parlait de séquelles. J'ai des gros soucis avec le cœur, j'ai de l'insuffisance cardiaque. Enfin, j'ai beaucoup de soucis. Et donc, mais je vis. On peut, vous savez, quand on a cette volonté de survivre et quand on a un but dans son existence, moi c'est la transmission, eh bien on arrive à vivre, j'espère, le plus longtemps possible. Bonjour. Bonjour. Que savez-vous nous dire par rapport à Adolphe ou la cause de tout ça en fait? J'ai compris. Qu'est-ce que je peux dire au sujet? Au sujet de la Shoah. Ah, de la Shoah. Ah, la Shoah. Ah oui, ça, c'est quelque chose d'épouvantable que la Shoah. C'est ce que je dis souvent aux élèves. 6 millions d'êtres sont passés dans les chambres à gaz, les fours crématoires, uniquement parce qu'ils étaient nés juifs. C'est ce que je vous disais de la part de Anne Frank et sa sœur Margot. Elle n'avait rien fait, c'était un être exceptionnel, Anne Frank. Et vous voyez, rien que... Moi, je trouve cela abominable, cette haine. C'est la haine, vous voyez, entre les gens qui a amené la Shoah. Et on s'est dit, plus jamais cela, les déportés en rentrant, plus jamais cela. Et vous voyez bien, le mal est partout. C'est pas encore... Mais moi, je veux croire que la paix est possible. Et voilà, en se conduisant bien, en évitant la haine, en évitant le racisme, eh bien, les jeunes feront un autre monde. J'en suis consciente. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Et j'y crois, moi. Vous savez... Tant de jeunes dans le monde entier, vous avez tous cette flamme, cette envie de combattre le mal. Eh bien, en vous donnant la main tous, vous y arriverez. Avec un peu de courage, vous saurez. Vous saurez répondre à tous ces négationnistes, à tous ceux qui disent que ça n'a pas existé. La Shoah, c'est horrible. Toutes les déportations étaient terribles. Les résistants ont souffert aussi, mais les résistants, il y en a chez nous en France, 60% qui sont rentrés. Malgré tout, 40% sont décédés, c'est déjà énorme. Mais pour la Shoah, pour les Juifs, il n'y a que 2,5% qui soient rentrés. Donc très peu, vous voyez, très peu. Nous étions, je dis souvent aux élèves en commençant mon témoignage, j'étais destiné à périr, mais je suis encore là. Et ça, c'est une revanche énorme sur les nazis. Partie d'une famille juive, mais nous n'étions pas pratiquants chez nous, ni avant la guerre, ni après. Donc, et un élève, tiens, à ce sujet, m'a posé un jour la question, « Madame, avez-vous songé à changer de religion à votre retour ?»
Mais j'ai dit changer, non, pourquoi? Je suis né juif, je le reste. Je ne pratique pas, non, je ne vais pas à la synagogue, je ne pratique pas, mais on est ce qu'on est. Comme l'un est musulman, l'autre est catholique, je suis juif et voilà. Mais nous sommes tous des êtres humains. Bonjour, c'est pour demander si quand vous êtes rentré, vous avez retrouvé les autres personnes de votre famille que vos parents ou vos frères. D'autres membres de votre famille, cousins, oncles, tantes qui ont été déportés et est-ce qu'ils sont revenus? Ah oui, oui. Donc dans notre famille, si, il y avait déjà nous 5, hein, papa, maman et nous les 3 enfants. Il y a aussi un oncle, une tante qui habitait la région, pas loin de chez nous, avec 2 enfants, garçons et filles, mes cousins et cousines. Eh bien, vous voyez, eux, non. Les parents sont morts, bien sûr, dans les camps, mais mon cousin, cousine n'ont jamais pu en parler. Et c'est tout à l'heure quand je disais, il y en a qui disent « stop, on ne va pas au-delà », eh bien c'est ma cousine, on ne peut pas aborder ce sujet et je peux le comprendre. Elle réagit à sa façon, elle ne peut pas, elle est trop sensibilisée, elle ne peut pas. Donc, et puis, comme je suis d'origine hongroise, mes parents sont venus de Budapest en France dans les années 20. Donc, nous, les 3 enfants, nous sommes nés en France, bien sûr, mais il y avait beaucoup d'antisémitisme également à Budapest. Et vous savez, à l'époque, les familles étaient très, très nombreuses. Ma grand-mère maternelle, ma grand-mère et grand-père, mes grands-parents maternels avaient eu 15 enfants, 15 enfants. Il y en a 2 qui sont morts presque en bas âge, tout de suite. Mais la plupart, il n'en restait que 4 familles. Sinon, tous les autres sont morts dans les camps en avril, je crois que c'était... Non, en juin 1944, il y a eu... La Hongrie, au départ, on les protégeait, les Juifs. Mais en juin 1944, ils ont tous été rasés et on les a... En arrivant, tous sont passés à la chambre à gaz. Donc, je ne saurais même pas vous dire combien, parce que je n'allais pas en Hongrie toute petite. Je ne sais même pas combien de membres de la famille sont décédés à Auschwitz. Des oncles, des tantes, des enfants, des petits-enfants, des familles entières. C'est une tragédie que la Shoah. Est-ce que dans votre camp de concentration, il y avait les chambres à gaz ou pas? À Ravensbrück, il y en a eu plus tardivement. Donc, c'était déjà vers la fin. Donc, nous sommes partis, nous, à Bergen-Belsen. Et à Bergen-Belsen, non, je vous disais, à Bergen-Belsen, moi, quand j'y étais, eh bien, tous ces milliers de morts qu'on voit, on a vu la libération de Bergen-Belsen, c'est atroce, il y a des cadavres partout qui jonchent le sol et on avait creusé des fosses, comme je vous dis, pour les faire disparaître en arrosant d'essence ou de chaux et en les brûlant, tous ces cadavres. Mais c'est à Auschwitz, bien entendu, qu'il y avait, c'est le camp type, c'est là qu'il y a eu le plus de morts. Donc, les élèves avec leurs enseignants, c'est souvent à Auschwitz qu'ils y vont. D'autres camps aussi, fort heureusement, mais c'est le camp type Auschwitz. Et là, les élèves parfois posent la question, « Madame, êtes-vous passée à Auschwitz également ?» Je dis, heureusement non. Parce que si ça avait été Auschwitz, les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, en arrivant, allaient directement dans la chambre à gaz. Donc, si j'étais passé par Auschwitz, ainsi que mes frères, nous ne serions pas là aujourd'hui. À quelle fréquence faites-vous des témoignages? Oh, écoutez, si j'acceptais, ce serait même pendant les grandes vacances. On trouve d'autres organismes que les enseignants ou les élèves. Constamment, j'essaie de ne jamais garder de main. Je suis rentré, c'est ce que je disais ce matin à mes gentils accompagnateurs. Je suis rentré hier soir après minuit.
Et aujourd'hui, je viens témoigner, doublement témoigner, puisque je viens cet après-midi. Et demain, je vais témoigner à Lens. Après-demain, je reviens chez vous. On me demande à Namur, on me demande attendez, où je vais témoigner chaque année aussi, c'est à Lyon. À Lyon, il y a toujours beaucoup de monde également. 1000 élèves à la fois, parfois. C'est énorme. Mais j'aime, moi, ça. J'aime être avec les jeunes. Et puis, je vais témoigner en Normandie. Je suis allé témoigner à Caen, les Sables d'Olonne, dans l'Aveyron. Donc, vous voyez, je tourne un peu partout en France, sans compter le Nord-Pas-de-Calais, où là, vraiment, il y a beaucoup. Donc, en gros, il y a des semaines où c'est tous les jours, 5 fois dans la semaine. C'est beaucoup, vous savez. C'est beaucoup à mon âge. Moi, j'ai une petite question par rapport à votre vécu. Comment est-ce que vous expliquez la haine du peuple allemand envers ces juifs? Écoutez, ça a germé dans ce cerveau malade de Hitler. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tous ces Allemands, tous ces nazis, vous voyez, je fais toujours la grande différence entre Allemands et nazis, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais tous ces nazis, comment ont-ils pu suivre comme ça cette monstruosité, cette idée qui a germé en Hitler, cette haine? Pourquoi haïssait-il? Peut-être qu'un professeur d'histoire saurait mieux, mais pourquoi Hitler haïssait-il tant les Juifs? Pourquoi fallait-il les détruire tous les Juifs d'Europe, il voulait les détruire? Je n'arrive pas à comprendre cette... Et justement, parfois, il y a des élèves qui me disent « Vous avez subi tant de haine et vous ne parlez que d'amour, que de tolérance, que de paix. » Mais c'est vrai, parce que je me dis, avec la haine, on ne peut rien construire. C'est vraiment épouvantable. Et donc, je devais ajouter quelque chose à ce sujet, je ne sais plus maintenant, mais... Alors, juste avant de céder la parole pour encore 2-3 questions de ce côté-ci, simplement pour dire, on a de la chance d'avoir aussi dans la salle des personnes qui travaillent avec des jeunes tous les jours. Bon, il y a ma collègue, moi-même, mais il y a également dans le fond et nos mémoires, donc il y a une cellule qui travaille au niveau de votre province qui est là. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et le Loire Heritage Institute, donc, qui est un organisme au niveau fédéral. Donc n'hésitez pas aussi à aller les voir et poser vos questions plus historiques, comme celles qu'on vient d'avoir ici, après. On sera à votre disposition. Alors, si ça me revient, ce que je voulais simplement ajouter, les enfants, c'est que je fais la grande différence entre Allemands et nazis. Parce que souvent, les élèves me posaient la question, « Madame, en voulez-vous aux Allemands ?» Et j'expliquais, vous savez, les enfants, aux Allemands, non. Beaucoup d'Allemands, il n'y avait pas que des nazis, fort heureusement, beaucoup d'Allemands étaient contre la théorie funeste d'Hitler. Et donc, vous savez, ces Allemands-là étaient déportés également. Dans les camps de concentration, c'était même les premiers déportés, les Allemands. Donc, on ne peut pas en vouloir au peuple allemand, mais aux nazis, bien entendu. Jamais, jamais, on ne pourra pardonner ces millions de morts. Non, ça c'est impardonnable. Donc, vous voyez, il faut bien faire la différence entre Allemands et nazis. Moi, j'aimerais savoir si vous avez des enfants ou des petits-enfants et savoir comment ils réagissent quand vous leur avez expliqué tout ça. C'est la question qui me touche très fort parce que figurez-vous, les enfants, qu'avec mon passé, j'ai eu beaucoup de difficultés pour avoir un enfant. J'ai fait des pertes. Et enfin, j'ai réussi à avoir une fille. Et comme toutes les mamans, je dis, c'est la plus belle, la plus intelligente. Pour moi, elle l'est réellement. Mais j'ai beaucoup de chagrin parce que ma fille n'a pas voulu d'enfant. Et moi qui aime tant les jeunes, je la comprends, je ne peux pas juger. Moi, au contraire, je me culpabilise. Je me dis, c'est à cause de mon passé qu'elle le ressent de cette façon-là. Elle veut peut-être pas qu'un enfant, si elle en avait, puisse connaître un jour de telles atrocités. Donc, je peux la comprendre. C'est son choix, mais ça me peine beaucoup. Et on me pose fréquemment cette question. Et donc,
Voilà ma réponse. Et les élèves m'écrivent « Madame, si vous le voulez bien, je serai votre petit-fils, je serai votre petite-fille. » J'en ai des quantités à l'heure actuelle. Je remercie tous ces petits jeunes, ils sont formidables. Vous vous rendez compte, ils sont si nombreux et pas de bruit, rien. Ils sont tous à l'écoute, silencieux. Ah, écoutez, bravo. Hein. Ah oui. Merci. Madame Leschwin me le rappelle, écoutez, les élèves souvent me demandaient d'écrire. Alors je disais, pourquoi écrire? Je témoigne tant. Mais ils insistaient, et j'ai compris, c'est pour qu'on puisse conserver dans les CDI, c'est-à-dire les bibliothèques. Et j'ai donc écrit le premier livre à destination des collégiens et lycéens. Et le titre, pour moi, est fort. On voulait me détruire, et c'est « Je suis encore là ». Donc, vous voyez, et il y a plein d'images, des documents d'époque, beaucoup de lettres d'élèves. Ah, il y a beaucoup, c'est une source là de renseignements dans celui-ci. Puis, des enseignants de l'école primaire ont dit, et pourquoi pas pour les petits? Nous aussi, on l'enseigne aux petits de 10-11 ans en CM2. Chez nous, on appelle les CM2. Et donc, j'en ai écrit un pour les petits également, sous forme de questions. Et là, le titre est approprié aussi, puisque je dis « j'avais votre âge ». J'avais l'âge qu'ont ces petits maintenant. Et un troisième m'a été demandé par les éditions Plomb, que vous connaissez les adultes. Et là, vous voyez, c'était pour moi formidable également. Les trois parlent tous de la même chose, mais toujours abordés très différemment. Et voilà. Et j'en ai ramené 2, mais je ne sais où ils seront, parce qu'il y a plusieurs écoles là, ou plusieurs établissements à qui les remettre, parce que je voudrais que ça reste pour tout, que tous ces jeunes puissent y avoir accès, et même ceux de cette... Mais comment faire? Ou alors... Oui, j'essaierai d'en procurer. D'accord? Et comme ça, je vous mettrai même une dédicace. Ah ben, au revoir les enfants, je suis ravie de vous avoir rencontrés. Merci. Merci. Et vous voyez, je témoigne toujours, c'est ma façon de faire, c'est ma dignité que maman. Je témoigne toujours debout avec bien du rouge à lèvres. Au revoir les enfants, au revoir.